Salam alaikum à toutes et à tous. On se revoit aujourd'hui pour un nouveau podcast sur les votations. Cette fois-ci, c'est les votations du 8 mars. Comme toujours, on abordera ces sujets de votation à partir d'une réflexion éthique et islamique. Wa alaykoum salam et merci. Je remercie Dieu pour cette opportunité de discuter sur ces sujets de votation. Certains d'entre eux sont très importants et aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble à ces questions. Je te propose qu'on commence directement par l'initiative sur l'argent liquide qui veut Allons-y. protéger le cash dans la Constitution. Pourquoi est-ce que c'est important? Alors, cette initiative touche deux principes islamiques qui sont très importants dans une société libre et démocratique. Le premier, c'est la protection des biens. Donc l'islam exige de préserver la capacité des personnes à disposer de leurs biens sans ingérence injuste. Et la deuxième, c'est la protection de la liberté et de la dignité. L'autonomie financière fait partie intégrante de la dignité personnelle. Un système où l'accès à l'argent dépend entièrement d'une autorisation numérique crée une vulnérabilité structurelle. Je comprends, mais les paiements par carte, Apple Pay ou Twint sont tellement faciles. Si on fait rien de mal, où est le problème? Alors, est-ce que tu connais le colonel Jacques Beau? Oui, je le connais de nom, mais peut-être tu peux nous rappeler un peu. Alors, colonel Jacques Beau, c'est un ancien colonel de l'armée suisse qui a travaillé dans les services de renseignement suisses. Est-ce que tu sais ce qui lui est arrivé récemment? Non, j'ai pas entendu parler. Donc, pour ses positions politiques, en Mhm. particulier ses positions politiques concernant la Russie, et il donnait beaucoup d'interviews, il a participé à plusieurs conférences, y compris des conférences à Genève. Et ben, à cause de ses prises de position sur ce conflit Russie-Ukraine, il a été mis sous sanction par l'Union européenne. Et étant sous sanction, et il vit à Bruxelles, étant sous sanction, eh ben, on lui a bloqué tous ses comptes. Donc il ne peut pas traverser la frontière de l'Union européenne, il ne peut pas revenir en Suisse, il ne peut plus accéder à ses comptes en banque, ni en Belgique, ni en Suisse, en résumé. Et donc cela montre bien que le pouvoir que ça donne, et c'était une décision politique de le mettre sous sanction, ça ne vient pas d'un tribunal, il n'a même pas vraiment de moyens de faire recours à travers le système judiciaire. Et ça montre le pouvoir qu'on a, que les États ont avec ce système d'argent électronique. Si tout se fait de manière électronique, à n'importe quel moment, ils peuvent nous bloquer complètement. Alors qu'avec le cash, on garde quand même une certaine liberté de disposer de l'argent comme on le souhaite. Et il y a aussi d'ailleurs le cas de Nathalie Yam, qui est une Suisse camerounaise, qui est dans la même situation, dont on parle encore moins que le colonel Jacques Beau. Donc si une société devient totalement numérique, l'accès à l'argent peut être suspendu, bloqué ou contrôlé à n'importe quel moment. Et c'est quelque chose qu'on veut éviter, et le cash est une garantie de ça. Donc l'initiative exige qu'on ne puisse supprimer l'argent liquide et elle exige aussi que tout changement de loi soit fait par référendum. Donc ça aussi, c'est une protection démocratique. Donc, pour résumer, on recommande oui à l'initiative sur l'argent liquide et oui au contre-projet. Et si les deux sont acceptés, on préfère l'initiative. C'est exact. Si on passe maintenant à la deuxième initiative, 200 francs, ça suffit. Elle veut réduire la redevance audiovisuelle à 200 francs. Pourquoi soutenir cela? Alors, par le passé, j'ai toujours soutenu la redevance pour un média neutre et fiable. D'ailleurs, il me semble qu'il y avait déjà eu une votation, c'était peut-être dans les années 90 ou 2000, et j'avais voté pour. Mais aujourd'hui, je me rends compte que malheureusement, le média, la RTS, n'est pas toujours neutre.
surtout en ce qui concerne les reportages sur des sujets géopolitiques, souvent les pays qui ne sont pas alignés avec l'Occident. Donc, en résumé, la RTS, dans son reportage, dans ses infos, elle reprend le narratif occidental. Et cela a un effet sur une grande partie de la population musulmane, mais pas que, parce que souvent on parle de pays où on a nos origines, où par exemple il y a des lieux saints, y compris en Palestine d'ailleurs. Les territoires occupés par Israël, tels que Jérusalem, sont des lieux saints pour l'islam et pour les musulmans. De mon point de vue, pour qu'un média bénéficie d'un financement obligatoire, et financement par le peuple, cela exige une responsabilité exemplaire. Et un service public, dans tous les cas, il doit être nuancé, représenter la diversité des opinions, éviter les simplifications telles que régime de Mollah, qu'on entend souvent quand on parle de l'Iran, par exemple. C'est juste un exemple. Quoi que vous pensiez de l'Iran, de résumer son système de gouvernement qui est assez sophistiqué en régime de Moulin, c'est vraiment simplifier les choses. Et donc sur certains sujets qui sont importants d'un point de vue géopolitique, on voit en ce moment avec toutes les guerres qu'il y a au Moyen-Orient, ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe en Iran, ce qui s'est passé en Syrie, mais pas que. Il y a aussi, on a déjà évoqué la Russie et l'Ukraine avec le colonel Jacques Beau. La RTS, de mon point de vue, ne remplit pas son rôle. Et je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais on a souvent discuté de la couverture des crimes qui se passent en Palestine, à Gaza en particulier. On a déjà mentionné la guerre en Ukraine et la situation actuellement en Iran. C'est un autre exemple. Donc sans rentrer dans les détails, mais on voit aussi, par exemple, que la situation dans laquelle se trouve le colonel Jacques Beau ou Nathalie Yam, ce sont des sujets d'actualité qui concernent directement les Suisses. Et donc il y a des personnalités suisses qui ont exprimé des analyses divergentes sur certains conflits internationaux, mais ils sont complètement absents de la RTS. Jamais interviewés, leur prise de position rarement mentionnée, et pourtant c'est des gens, ici je pense en particulier au colonel Jacques Beau, qui sont extrêmement populaires. J'ai vu de moi-même, quand il participe à une conférence, la salle est pleine, quand il donne des interviews aux journalistes indépendants sur les réseaux sociaux, on voit le nombre de vues, donc c'est quelqu'un qui est apprécié et qui est écouté, en tout cas par une section de la population suisse. Et donc, je pense que réduire la redevance à 200 francs, déjà, ça ne supprime pas la RTS. Et en espérant qu'avec cette réduction, elle se concentrera peut-être sur les sujets où elle a une meilleure expertise, qu'elle fera son travail avec plus de sérieux, avec une meilleure représentation des différents points de vue. Et par exemple, la RTS pourrait se concentrer aux choses telles que les documentaires sur des sujets qui concernent la Suisse. C'est des choses qui font très bien et que j'écoute souvent avec grand intérêt et plaisir. Les sujets d'actualité qui concernent la société suisse. Ils peuvent même œuvrer pour informer la société, non seulement sur les différentes cultures, mais je crois que ça fait partie de leur mandat, des différentes régions linguistiques. En Suisse, on a la ville, les montagnes, la campagne, qui ont des modes de vie très différents. Mais pourquoi pas aussi informer la société sur les minorités, y compris la minorité musulmane. Ça permettrait d'avoir une population qui est mieux informée et ça aiderait dans la cohésion sociale.
Donc c'est pour ça que, pour toutes ces raisons, on recommande de voter oui à la réduction à 200 francs. Exactement. La troisième votation, c'est sur le climat et ça propose un fonds d'investissement massif. Que dit l'islam sur le climat? Alors l'islam, de manière générale, nous ordonne de prendre soin de la nature. D'ailleurs, la protection des animaux, c'était une des premières choses sur lesquelles le prophète avait beaucoup insisté, de ne pas maltraiter les animaux. Et il y a peu de gens qui le savent, mais dans l'islam, nous n'avons même pas le droit d'arracher une feuille d'un arbre sans raison valable. Donc évidemment, la question du climat est quelque chose qui est très important dans l'islam. Nous devons en prendre soin. D'ailleurs, nos autorités religieuses ont émis des fatwas et des ordres dans ce sens-là. Ici, la question, c'est que, donc évidemment, la Suisse est préoccupée par le climat. Évidemment que le gouvernement prend des mesures pour réduire notre empreinte de carbone. Et ils ont alloué un budget d'environ 2 milliards de francs suisses par année, justement, pour prendre des mesures pour réduire l'effet du changement climatique. Et l'objectif qui a été fixé, si je ne me trompe pas, d'ailleurs c'était aussi par votation, c'était d'arriver à une empreinte à net zéro d'ici 2050, donc net zéro d'émissions de CO2. Je pense que le changement climatique a un grand impact sur la Suisse. On voit déjà la fonte des glaciers qui s'accélère. Ça a un impact bien évidemment, mais aussi un impact sur les forêts, sur l'agriculture, avec le climat qui est en train de changer. Et 2050 semble être un peu lointain, mais les décisions qu'on prend aujourd'hui sont déterminantes sur le résultat si on arrive à atteindre les objectifs en 2050. Et on a déjà des problèmes climatiques aujourd'hui. On constate que chaque année, l'été, il y a de plus en plus souvent des canicules. Elles sont plus longues, elles sont plus fréquentes. Avant, on en avait peut-être un été sur 3 ou 4. Maintenant, on en a 2 ou 3 chaque été, presque. Et les problèmes climatiques, on les constate déjà, tels que l'effet sur les glaciers ou bien les feux de forêt, dont on n'entendait jamais parler en Suisse. Et nous avons aussi une grande responsabilité envers les futures générations. L'autre chose à dire, c'est que la Suisse est un pays riche, il a les moyens, et moi, personnellement, je voudrais voir la Suisse prendre un rôle de leadership. C'est aussi beaucoup de technologies autour du climat sont des technologies de l'avenir. Et si on les maîtrise déjà maintenant, ça peut que être bénéfique pour l'avenir de la Suisse également. Je me souviens, c'était dans les années 80, donc mais dans toute l'Europe, il y avait de l'essence avec plomb et il n'y avait pas de catalyseur dans les voitures, donc ça polluait beaucoup plus. Et la Suisse, ce petit pays au milieu de l'Europe, c'était le premier à imposer le catalyseur. Et le catalyseur, il ne peut pas fonctionner avec l'essence qui contient du plomb. Donc il y avait l'essence sans plomb qu'on trouvait très peu dans les pays voisins. Mais on a pris ce pas. C'était un pas, je veux dire, vraiment de leadership, sachant que tous les pays qui nous entourent, ça rendait difficile les longs trajets en voiture. Je me souviens quand on prenait la route pour faire plusieurs heures de route en France, ou une fois on allait à Londres en voiture, et il fallait regarder la carte pour voir où sont les stations d'essence qui ont du sans-plomb pour pouvoir faire le plein. Et maintenant, toute l'Europe
a imposé le catalyseur, toute l'Europe a l'essence sans plomb. Mais c'est le genre de rôle que je voudrais bien voir la Suisse jouer à nouveau, de montrer l'exemple, même en étant un petit pays au milieu de l'Europe, de faire mieux que ses voisins. Et c'est pour ces raisons que je pense que prendre minimum 0,5, maximum 1% de la performance économique suisse pour injecter cet argent sur des projets pour aider dans le climat, je pense que c'est une bonne chose et il faut oser de le faire parce que c'est aussi pour vous, c'est pour le futur, l'avenir de l'humanité entière, les futures générations. Nous devons agir et ce serait bien que la Suisse montre l'exemple. C'est juste, c'est pour ça qu'on propose de voter oui au fonds climat. Maintenant, si on passe à le quatrième sujet de votation, la loi fédérale du 20 juin 2025 sur l'imposition individuelle prévoit de taxer chaque épouse séparément. Pourquoi est-ce que, selon nous, c'est l'objet le plus important? Alors, avant de commencer, la première chose que je souhaiterais quand même dire, c'est que c'est vrai que la loi pénalise les couples mariés avec 2 revenus dans beaucoup de cas. Donc, surtout quand il n'y a pas une grande disparité entre les 2 revenus. Donc ça, il faut le reconnaître, c'est une injustice. Il y a une injustice dans la loi actuelle et ça, ce n'est pas normal. Mais cela étant dit, il y a 2 choses qui me dérangent avec cette loi. La première chose, c'est qu'il y a un coût important sur les cantons qui devront s'adapter sur la nouvelle structure, former leur personnel, adapter leur processus, leur système informatique. Ils devront aussi gérer beaucoup plus de déclarations. Actuellement, chaque foyer de couple marié remplit une seule déclaration pour les 2. À l'avenir, chacun devra remplir sa déclaration individuellement. Donc, pour les foyers avec couple marié, ça va doubler le nombre de déclarations que l'administration fiscale cantonale des cantons devra gérer. La deuxième chose qui me dérange, c'est que, et c'est déclaré, elle a un objectif déclaré, c'est, je cite, d'accroître les incitations à prendre un emploi ou à accroître son taux d'activité. Et donc, indirectement, ce sujet de votation touche à la structure familiale. De ce fait, cette loi n'est pas neutre. Elle encourage explicitement un modèle de structure familiale. Et en plus, donc elle encourage 2 revenus par ménage. Et en plus, elle rajoute une injustice. Donc elle corrige une injustice, mais elle le remplace par une autre injustice. Les couples mariés avec un seul revenu, où il y a une grande disparité entre les 2 revenus, ils seront pénalisés avec cette loi. Alors que la justice ne consiste pas à remplacer une pénalisation par une autre, ça c'est quelque chose d'évident. L'autre chose à dire, c'est de ce fait que elle va pénaliser les couples avec un seul revenu, cette réforme risque de toucher plus les gens qui sont les couples qui sont déjà en situation de précarité. Souvent, quand il y a un seul revenu, ce n'est pas toujours le cas. Donc, on peut avoir un seul revenu parce que la personne qui travaille est tellement fortunée que l'autre n'a pas besoin ou n'a pas envie de travailler. Tant mieux pour eux. Mais souvent, ce sont des gens qui sont dans une situation précaire, où il y a un des 2 dans le couple qui n'arrive pas à trouver le travail. Puis ça peut être pour différentes raisons. Ça peut être problème de santé, ça peut être problème de langue. Ou bien, malheureusement, c'est notre expérience aussi avec ta mère, il y a aussi le problème du hijab qui est souvent un obstacle. Donc dans le canton de Genève, déjà, dans le service public, si on est en contact avec la population
c'est interdit, mais même dans le secteur privé, souvent, les employeurs sont réticents à embaucher quelqu'un qui porte le hijab. Euh, Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que l'islam donne beaucoup d'importance à une structure familiale où c'est les parents qui élèvent leurs enfants. La mère, de par sa nature et ses qualités biologiques, joue un rôle très important dans cette structure familiale. C'est elle qui a porté l'enfant pendant 9 ans. Pendant 9 mois, pardon, je m'emballe. C'est elle qui peut allaiter. Oui, il y a bien sûr des solutions comme les pompes, etc. Mais est-ce qu'un enfant dans les bras de sa mère, qui peut sentir sa chaleur, qui peut voir son regard, qui peut écouter sa voix, tu penses que cet enfant pourrait avoir le même rapport affectif, émotionnel, que quand quelqu'un lui donne un biberon, même si c'est le père? Et je sais que c'est des sujets sensibles, mais je donne le point de vue islamique. Dans tous les cas, même pour ceux qui défendent le droit des femmes au travail, qu'on soit clair, l'islam permet cela. Dans l'islam, la femme a le droit de travailler. Mais à mon avis, dans une société qui est juste, on devrait permettre, ça devrait être une société qui devrait permettre ce choix. Et pour permettre ce choix, il faudrait que un couple marié puisse vivre dignement d'un seul salaire. Ensuite, ils peuvent faire le choix quand ils ont des enfants. Est-ce qu'un des parents reste au foyer? J'ai aussi un ami où c'était le père qui restait. Donc son épouse avait un bon salaire. Ils ont décidé que ce serait lui qui arrêterait son travail pour élever ses enfants. Et c'était un couple qui n'était pas musulman. Donc, est-ce qu'un des parents reste au foyer? Est-ce que les deux parents travaillent à 50%? Ça aussi, ça peut être une solution. Ou les deux parents travaillent à plein temps. Mais dans tous les cas, ça devrait être un choix du foyer sans aucune pénalisation fiscale. En résumé, l'islam protège la famille. Une société saine et harmonieuse se constitue avant tout de familles stables et remplies d'amour. Les parents sont les premiers éducateurs des enfants et la loi telle qu'elle est présentée n'est pas juste. Et je m'étonne un peu parce que je pense que ça aurait été facile de pouvoir corriger cette loi, qu'on soit un couple marié avec un revenu ou deux revenus, qu'on ne soit pas pénalisé. Je pense que, enfin, moi qui fais de l'informatique, c'est juste de dire, si l'impôt est plus élevé dans un cas, prendre l'autre cas. C'est aussi simple que ça. Et l'autre chose que je voudrais mentionner, c'est que l'État pourrait soutenir les familles qui veulent élever leurs enfants eux-mêmes. Je pense que c'est bénéfique pour toute la société. Cela pourrait aussi aider à résoudre le problème de manque de place dans les crèches, par exemple. Donc ça peut aussi être un bon investissement, sachant que l'État investit déjà beaucoup pour essayer de résoudre ces problèmes de manque de place dans les crèches. Mais l'État ne doit certainement pas modeler un seul type de famille, et c'est ce qu'ils font avec cette loi. Donc en conclusion, j'ai parlé longtemps, mais... Du coup, pour conclure, on recommande de voter non à la loi fédérale sur l'imposition individuelle. Exactement. Et du coup, maintenant, on va passer au dernier objet. La modification de la loi sur l'inspection et les relations du travail prévoit un salaire réduit à 75% du minimum pour les étudiants pendant 60 jours. Pourquoi la soutenir? Alors déjà, cet objet de vote, c'est l'objet de vote cantonal, donc c'est uniquement pour Genève, pour le canton de Genève. Pourquoi la soutenir? Parce qu'elle est limitée dans le temps, donc c'est maximum 60 jours, ce qui correspond à peu près aux 2 mois de vacances que les étudiants ont pendant l'été.
c'est quelque chose qui est encadré, c'est quelque chose qui est temporaire. Ça me paraît raisonnable pour un travail d'été, car le travail d'été vise essentiellement les étudiants. Ce n'est pas un salaire pour une indépendance financière ou pour faire carrière. Et en plus, je pense que les offres de travail d'été ont diminué depuis l'introduction du salaire qui était mis à, je crois, 25 francs par heure ou peut-être même un peu plus. C'est juste une impression, malheureusement, même dans les informations qu'on a reçues, il n'y a pas vraiment de statistiques et de chiffres là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que selon les lois et les règles de l'économie, quand on baisse le salaire, normalement, ça devrait encourager les entreprises à offrir plus de travail d'été. Et encourager le travail des jeunes, ça aide à leur développement, surtout en termes de responsabilité. Et l'islam, comme tu le sais, ça valorise l'effort et l'apprentissage. Et donc, c'est pour ces raisons qu'on recommande de voter oui à la modification de la LIRT. On arrive maintenant à la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a aidé et pour prendre vos décisions. N'oubliez pas de vous souscrire à notre chaîne si ce contenu vous plaît et de liker. On va essayer de continuer de faire ça pour chaque votation, si Dieu le veut. À bientôt. Salam.